Donc c'est parti pour la creepy story. Je vais vous mettre, et je m'excuse d'avance de quand je vais tousser, parce que ça va être quasiment systématique. Voilà. Donc on va commencer par les faits, parce qu'il sait par où ça a commencé. On va dire ça comme ça. Donc nous sommes le mercredi 18 mars 2015, la veille de mon anniversaire quand même, à 17h10 à Bagnols-sur-Cèze. 16, ça s'écrit pas comme 16, je préfère le préciser, mais voilà. Lucas, un adolescent de 15 ans, bientôt 16 ans, doit en fait aller à un cours de water polo, donc un sport qui se passe dans l'eau, water, dans l'eau, etc., avec son frère. Son frère aîné, qui s'appelle Valentin, qui a 17 ans, il me semble, au moment des faits. Et en fait, au moment de partir, enfin, arrive l'heure, en fait, où c'est le moment d'y aller. Bah, c'est un peu étonnant parce que Lucas, de base, c'est vraiment l'enfant qui n'aime pas être en retard, qui est plutôt celui très ponctuel et qui va, oui, Balou, qui va plutôt dire à son frère, allez, dépêche-toi, on risque d'être en retard, etc. Et là, pour le coup, il a pas l'air trop réactif. Et c'est pour le coup son frère, Valentin, qui va lui dire, bah en fait, Lucas, faut qu'on y aille parce que bah on va louper le bus. On va louper le bus et il faut qu'on se dépêche. Puisqu'en fait, la piscine se trouvait dans une commune à côté, à Laudun-l'Ardoise. Et pour cela, ils devaient marcher 30 minutes. Enfin, ils avaient 30 minutes jusqu'à l'arrêt de bus. Et après, ils prenaient le bus jusqu'à la piscine. Donc, pour faire cette route-là, ils prenaient des trottinettes électriques. Donc, fallait qu'ils ne loupent pas le bus parce que pour le coup, en fait, si vous voulez, leur domicile était très éloigné. Il était un peu perdu dans la pampa et il était éloigné en fait du reste de la ville. Et donc, du coup, ils étaient un petit peu isolés de tout le monde. Donc, son frère lui dit bah, dépêche-toi, Lucas, on va être en retard, etc. Et tout, sachant que Lucas n'avait même pas préparé ses affaires de piscine. Il ne les avait pas mises dans son sac n'était pas prêt. Et en fait, Lucas va lui dire pars devant, je te rejoins après, je vais te rejoindre, je ferme la maison à clé, t'inquiète pas, je m'occupe de fermer la maison à clé. Son frère, il va pas se poser plus de questions que ça. Concrètement, il va se dire, bah ok, il va me rejoindre, peut-être il a un truc à faire, peut-être il a envie de traîner un peu encore sur le téléphone, puisqu'en fait, pendant l'après-midi, ils ont passé l'après-midi ensemble. Les deux, ils traînaient sur le téléphone, etc. Enfin voilà. Il va pas plus se poser de questions que ça, et il se dit, ok, bah je pars devant, il va me rejoindre à l'arrêt de bus, et puis voilà. Pas besoin de se poser de questions en fait. Donc à ce moment précis, il est 17h30. Et donc, Valentin a rejoint l'arrêt de bus. Et en fait, bah, le bus va bientôt arriver et il voit que son frère n'est toujours pas là. Donc, il trouve ça un peu étrange pour le coup parce qu'il se dit, bah, mon frère m'a dit qu'il allait me rejoindre, il me rejoint pas. Ok. Mais il se dit, bon, peut-être que finalement, il a eu la flemme la flemme de venir à l'entraînement, il avait peut-être envie de rester à la maison, il avait peut-être pas envie de bouger, etc. Donc, pareil, encore une fois, il va quand même tenter de le joindre sur son téléphone. Pour savoir s'il reste à la maison ou pas, qui va directement atterrir sur la messagerie, donc il va se dire que bah, il veut pas être dérangé. Donc Valentin monte dans le bus tout seul, va à son entraînement comme prévu. Et là donc il est approximativement 18h et donc au moment où les garçons sont partis devaient partir du domicile, il n'y avait personne à la maison puisque les parents en fait étaient au travail, notamment le père qui lui était carrément en déplacement, il ne rentrait que le soir. Et en fait, la maman, elle, devait aller chercher le troisième garçon de la famille qui était à un anniversaire. Donc elle va se rendre au domicile, enfin rentrer au domicile qu'à 18h. En arrivant à 18h, bah donc elle a récupéré le dernier, elle arrive à la maison, et là la maison est vide. Donc pour elle, en soi, il n'y a pas de problème, puisque du coup, ces deux enfants sont censés être à l'entraînement. Donc elle se dit, ok, tout va bien. Puis vers 20h, du coup, elle se rend à l'arrêt de bus pour récupérer ses deux garçons. Et en fait, quand elle arrive à l'arrêt de bus, elle se rend compte que bah il y a pas de deux garçons, mais qu'il y a que Valentin. Et tout de suite, elle a, je pense aussi l'instinct de maman qui lui dit ok, il y a un truc qui cloche. Et donc elle dit à Valentin, mais où est ton frère? Pourquoi il n'est pas avec toi? Et bah Valentin il dit bah je comprends pas trop parce que bah il est à la maison puisqu'en fait il devait venir avec l'entraînement, enfin venir avec moi à l'entraînement, puis finalement il est pas venu, donc il est à la maison. Et là, elle lui dit, bah non, c'est pas possible parce que là, ça fait 2 heures, depuis 2 heures que je suis à la maison, il y a absolument personne.
Donc ce n'est pas possible. Et donc là, en fait, des deux côtés, que ce soit Valentin ou même la maman, ils se rendent bien compte que quelque chose ne va pas parce que du coup, Valentin se dit ok, mon frère est censé être à la maison mais il n'y est pas. Et sa mère, enfin la maman se rend compte que le fils devait être à l'entraînement, il n'y est pas non plus. Donc il est ni au domicile ni à l'entraînement et personne ne sait où il est. Donc évidemment, ils essayent de le joindre sur le téléphone, il ne répond pas, c'est sur messagerie. Ils essayent de joindre ses amis, ses professeurs, etc. pour savoir si quelqu'un l'a vu, si quelqu'un a des nouvelles. Évidemment, personne n'en a. Et la mère va se dire, ok, peut-être qu'il a eu un accident, peut-être qu'il a fait une chute, parce que du coup, ils habitent dans une région un petit peu avec des falaises, etc., des gros rochers et tout, donc on peut vite se blesser. Il y a des routes un peu dangereuses, donc elle se dit peut-être qu'il a eu un accident et qu'on n'a pas encore eu le temps de nous prévenir, en fait. Donc elle va appeler les hôpitaux de la région pour savoir si son fils est hospitalisé, et encore une fois, non. Personne ne sait où est passé cet enfant. Personne. Ni la famille, ni les amis, ni les professeurs, ni les hôpitaux, puisqu'il n'y est pas. Donc là, la mère, forcément, elle n'a pas 10 000 réactions possibles, elle se rend compte que quelque chose ne va pas, et donc elle appelle quasiment systématiquement la police pour leur expliquer que son fils a disparu, que personne ne sait où il est, et qu'en plus, il ne répond pas à son téléphone, qu'il n'est pas joignable. Et pendant ce temps-là, le père de famille est au travail, et en fait, personne ne le prévient. Personne ne le prévient de ce qui se passe. Et donc, en fait, il va rentrer chez lui vers les alentours de 22-23 heures. Et on va lui dire, lui, il va arriver, il y a des voitures de police, plein de gens, etc. Et il comprend pas trop ce qui se passe. Et c'est là qu'il va apprendre que son fils a disparu. Et je pense qu'il y a moyen d'être sur le cul parce que lui, il était tranquillement au travail. Et en fait, son fils a disparu depuis déjà quelques heures, puisque officiellement, il a disparu depuis environ 17h30. Puisque c'est à l'heure à laquelle il devait se rendre à l'arrêt de bus pour aller à son entraînement. Donc on va faire un petit débrief rapidement sur qui est Lucas. Du coup, le jeune homme qui a disparu. Donc c'est un adolescent qui est né le 18 avril 1999. Il est blond, mince et fait approximativement 1m70. Il a donc 2 frères, donc ils sont 3 garçons. Et ses parents, du coup, sont tous les deux ingénieurs dans le nucléaire, si j'ai bien compris. Lucas, c'est un garçon qui est décrit comme extrêmement altruiste, très gentil, qui adore la nature, qui adore les animaux. D'ailleurs, il veut devenir vétérinaire, il veut faire les études pour. Qui est très gentil, épanoui, serviable. Enfin, vraiment l'enfant, l'adolescent que tout le monde va avoir. Un bout de chat. Tout le temps, hein. C'est vraiment l'enfant que tout le monde veut avoir, l'adolescent, pour le coup, que tout le monde aimerait avoir, quoi. Donc, il est très bon élève à l'école, il a aucun souci particulier. Il a plein de copains, c'est quelqu'un d'extrêmement sociable. Il fait partie des scouts. Il adore le sport, si bien qu'il pratique du badminton, du water-polo. Donc vraiment, il est multitâche et vraiment, il n'a pas d'ombre au tableau qui ferait qu'il aurait pu fuguer ou que quelqu'un aurait pu lui en vouloir. Rien. Tout va bien dans sa vie. Cet adolescent n'a rien qui pourrait permettre de dire il s'est passé ça parce qu'il y a ça en fait. Rien du tout. C'est d'ailleurs un enfant qui n'est pas intéressé par les réseaux sociaux. Il n'a pas de compte Facebook, il n'a pas de compte Instagram, il n'a pas de compte Twitter, etc. C'est pas quelque chose qu'il aime. Il est beaucoup plus nature. Le seul réseau social qu'il fréquente, qu'il a sur le téléphone, c'est Snapchat. Pour communiquer avec ses parents, etc. et tout, pas que pour les photos, mais aussi par message. C'est le seul réseau social qu'il a. Les autres, il n'en a pas. Il n'a pas Facebook, rien, il n'a rien du tout. C'est le seul réseau qu'il apprécie à peu près, et c'est tout. Débute l'enquête. Donc, après que la déposition ait été faite par la maman au niveau de la police, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte du coup dans la soirée du 18 mars. Et donc, il y a des recherches qui débutent. Donc, le père va déjà essayer d'aller voir dans des endroits qu'ils connaissent, parce qu'ils connaissent très bien la région, ils sont très nature aussi les parents, donc ils font beaucoup de balades, donc ils vont aller dans les endroits où son fils aurait pu être susceptible d'être allé et de peut-être s'être blessé. Et c'est d'ailleurs le premier truc auquel les gens vont penser, même les parents, c'est qu'ils vont se dire peut-être qu'il a voulu aller se balader, il a glissé. Donc déjà, ils vont se rendre compte que à partir du moment où le téléphone est tombé sur messagerie, c'est potentiellement le téléphone quand il a été coupé. Ils vont se rendre compte que le téléphone a été coupé. Il a été découpé à 17h16. Est-ce qu'il a été coupé par Lucas volontairement ou par quelqu'un d'autre involontairement?
On sait pas, et je pense qu'on ne le saura jamais. Et là, on fait un peu le point sur qu'est-ce qu'a pris Lucas. En fait, en sortant de la maison, parce qu'il est quand même sorti de chez lui, visiblement volontairement. Après, pourquoi faire? Pour aller où? Avec qui? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il a prévu d'aller quelque part, parce qu'il a quand même pris quelques affaires, mais il n'a pas pris ses affaires de piscine, donc ça veut dire qu'il n'avait pas prévu d'y aller du tout. Donc quand il a dit à son frère qu'il allait le rejoindre, c'était un mensonge. Pourquoi a-t-il menti? Bonne question. Il n'a pas pris le nécessaire de survie dont il aurait besoin, sachant que c'est encore une fois un scout. Les scouts savent, c'est d'ailleurs un peu le but, ce qu'ils ont besoin au minimum pour essayer de s'en sortir dans la nature si besoin. Donc c'est-à-dire un couteau, sachant qu'en plus Lucas avait un peu un couteau fétiche qu'il emmenait tout le temps avec lui, un couteau, de l'argent de poche, un sac de couchage, enfin vraiment le strict nécessaire, potentiellement lorsque tu as besoin et que tu sais que tu vas peut-être avoir la nécessité de ça, ou si tu comptes potentiellement faire une fugue. Mais en tout cas, il n'a pris quasiment rien. La seule chose qu'on sait, c'est que Lucas, quand il part, il a une doudoune un peu, une doudoune mi-saison de ce que j'ai compris, enfin bref, une doudoune rouge. Il a son sac à dos, on sait pas bien ce qu'il y a dedans. Visiblement, il aurait un tout petit peu d'argent sur lui, mais à hauteur de 13 €, 10 €, enfin vraiment une somme très, très minable, en fait, il peut rien faire avec ça. Et voilà, il n'a rien pris d'autre, il n'a pas pris des affaires, il n'y a rien. Il y a rien. Il y a son téléphone, effectivement, son téléphone, il l'a avec lui. Il l'a pas laissé chez lui. Mais c'est tout. À ce moment-là, le gros problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qu'il avait l'intention de faire quand il est parti du domicile. Parce que personne ne le sait. Ni ses amis, ni sa famille, personne. Personne ne sait s'il avait rendez-vous avec quelqu'un, s'il avait prévu d'aller quelque part, si... Voilà. On ne sait pas pourquoi il n'a pas été à son entraînement, sachant que ça lui ressemblait pas forcément. Et pour aller faire quoi, en fait? Et c'est ça le gros point d'interrogation, c'est pourquoi avoir menti à son frère et pourquoi ne pas tout simplement lui avoir dit qu'il voulait pas y aller pour aller faire autre chose, en fait, tout simplement. Peut-être avoir tête. Donc ensuite, le 25 mars 2015, donc quelques jours après, l'affaire est confiée au service régional de police judiciaire de Montpellier et à l'Office central de la répression de la violence faite aux personnes. Voilà. Le 30 mars 2015, donc encore une fois quelques jours après, le parquet de Nîmes ouvre une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Et on va commencer à éliminer les thèses possibles de sa disparition. Alors la première, vous vous en doutez bien, la fugue. Parce que c'est un adolescent, parce que peut-être il a des problèmes avec ses parents, parce que peut-être qu'il avait envie d'aller chez quelqu'un, bref. Ça va être très très vite exclu pour la simple et bonne raison qu'il n'a jamais fugué, que ce n'est pas un enfant qui est de ce tempérament-là. En fait, tout simplement, il n'a pas le tempérament. En fait, c'est un garçon qui va très bien et qui, visiblement, en tout cas, au vu de tout le monde, il n'a pas de problème particulier. Donc, la fugue n'est pas envisageable, et encore moins parce que quand un enfant fugue, ou un adolescent, il prend quand même un peu d'argent, il prend des vêtements, il prend de quoi se réchauffer, etc. Et donc, du coup, là, il n'avait rien. Ensuite, il va y avoir une seconde thèse qui va être émise, c'est celle de partir éventuellement... alors, je sais pas si je peux dire ce mot-là, du coup, pour YouTube, etc. et tout, je vais le dire là sur Twitch. C'est de partir, du coup, au Moyen-Orient pour faire le djihad. Ou potentiellement, peut-être, pour aider les chrétiens en Orient, etc. Mais ça, encore une fois, ça ne correspond pas du tout au tempérament de Lucas. Il n'avait aucune raison de partir là-bas. Mais c'est quand même une thèse qui est, de ce que j'ai compris, de plus en plus... pensée pour les cas de disparition. En tout cas, dans ce cas-là, ça n'a aucun rapport, ce n'est pas possible, tout simplement. Donc là, ce qui se passe par la suite, c'est la police va faire quand même un premier truc, c'est enquête de voisinage, audition de la famille, des amis, des clubs sportifs où il est, des entraîneurs, bref, toutes les personnes qui fréquentaient Lucas, en fait, tout simplement pour voir si quelqu'un a remarqué quelque chose de bizarre les jours précédant sa disparition, ou même le jour même. Et en fait, non. C'est ça le problème. Il n'y a rien. La veille, il a passé une journée tout à fait normale, il a été à l'école, tout s'est bien passé, ses amis ont même dit qu'il était même d'humeur hyper joyeuse. Le jour J, son frère dit qu'il se comportait normalement, il était un peu sur son téléphone, mais est-ce que ça veut dire
qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, pour lui, non. Pareil, en fait, tout le monde est d'accord pour se dire que non, rien n'allait mal, ou en tout cas, il n'était pas au courant. Mais rien ne ressort. Donc là, ils vont se dire, donc forcément, là, dans ce genre de situation, donc sachant qu'ils savaient que par les parents, je suppose qu'il avait un compte Snapchat, vous le savez, enfin, je pense que vous le connaissez tous. Snapchat, c'est des messages qui s'éliminent au bout d'un certain temps. Donc nous, on peut pas récupérer. Par contre, du coup, Snapchat, c'est un réseau social américain, et donc eux, ils ont quand même une base de données où c'est effacé pour nous, mais pas pour eux. Donc sachez que tout ce que vous envoyez sur Snapchat, aux US, ils les gardent. Dont les nudes, ça veut dire qu'ils ont toutes les nudes. Enfin bref, petit aparté. Ça veut dire qu'ils gardent absolument tout. Et donc là, le problème, c'est que c'est très compliqué, puisque l'Amérique ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc il faut passer par le ministre des Affaires étrangères pour qu'il accède au juge, au juge américain, etc. pour avoir accès. Donc ça a pris quelques temps, quand même, du coup, pour que ce soit accepté, etc. et tout. Et encore une fois, ça n'a rien donné pour la simple et bonne raison que il n'y avait pas de conversation où il parlait d'un départ, où il parlait d'une fugue, où il parlait de vouloir potentiellement mettre fin à ses jours. Non, il n'y a rien qui ressort. Des conversations tout à fait banales, encore une fois. Donc encore une fois, on se dit, ok, même là, il n'y a rien. Ils vont, du coup, fouiller son ordinateur et sa tablette, qui était restée à domicile, du coup, donc même ça, il ne les a pas pris. Pareil, rien de spécial. Pas de message qui pourrait mettre une dispute, une rupture amoureuse, enfin, peu importe le sujet, une embrouille avec un copain, rien, il n'y a rien du tout, tout va bien dans la vie de ce jeune homme, apparemment. Et c'est là que va commencer une série, mais une série de bizarreries. Ça m'a retourné la tête, les gars. Après une enquête de voisinage, etc., et il faut savoir qu'il y a plusieurs battues qui sont organisées pour fouiller les alentours, pour essayer de retrouver Lucas, donc par la famille, par des amis qui participent, par des personnes qui vivent dans la ville où ils sont. Bref, plein de personnes participent. Et en fait, là, va commencer à y avoir de multiples, c'est même pas un, de multiples témoignages de gens qui auraient vu Lucas à plusieurs reprises, plusieurs jours, et le jour même, après le jour de sa disparition, donc le jour même et après. Ce qui est quand même invraisemblable du coup, parce que d'habitude, la personne disparaît, on ne sait pas, et on n'a pas de traces. Et là, en fait, il y a plein de personnes. Et je vais vous expliquer, parce que là, il faut suivre un petit peu, il y a plein de personnes qui vont intervenir. Après, encore une fois, c'est des témoignages. Lucas, c'est un enfant qui n'a pas de particularité physique, qui est classique, je veux dire, il fait 1m70, il est blond, il a une veste rouge. Concrètement, il y a plein d'enfants et d'adolescents qui peuvent être habillés comme ça. Donc, est-ce que c'est véridique ou pas? Voilà. Mais ça fait beaucoup de témoignages qui vont se coordonner et finalement être logiques, en fait. Donc, ça va commencer par le jour J de la disparition de Lucas, où une voisine, en fait, va dire l'avoir aperçu vers les alentours de 17h30, heure à laquelle il devait partir prendre le bus, l'avoir vu se passer devant chez elle, se diriger en direction des vignes sur un chemin, le chemin de Sadurand, donc il y a un chemin par chez eux, pardon. Et en fait, c'est un chemin qui est complètement à l'opposé du bus pour aller à la piscine. Donc encore une fois, et il connaît très bien la région, donc il ne s'est pas perdu. Ça veut dire que là, il est parti volontairement sur la route opposée de là où il devait se rendre. Voilà. Première chose. Ensuite, à 500 mètres de cet endroit-là où il a été aperçu, potentiellement aperçu, une autre femme dit l'avoir aperçu le lendemain, vers les alentours de midi, donc en début d'après-midi, fin de matinée, une personne qui correspondrait plus ou moins à la description de Lucas, donc blouson rouge et cheveux blonds, qui aurait traversé un terrain, un champ à l'avant de sa ferme, et c'est carrément inhabituel puisque personne ne traverse cet endroit-là d'habitude. Et c'est, encore une fois, sur la route de la première fois où il a été aperçu. Alors on peut se dire, coïncidence, peut-être c'est pas la même personne, peut-être qu'elles ont confondu parce que les personnes voulaient absolument retrouver cet enfant qui avait disparu, en fait. Mais ça fait quand même, pour que ça se coordine au niveau, vous savez, au niveau géographique, encore, il y a une personne qui le voit là, et puis là, tu te dis, bon, ça ne tient pas la route, ça ne va pas. Mais là, c'est quasiment au même endroit. Je vous mets le profil
un petit peu de Lucas pour que vous voyez à quoi il ressemble. Vous voyez, il a tout à fait le physique d'un adolescent normal et classique qui passe partout. Ensuite, le même jour de cette femme qui l'a vu traverser un champ, il y a un ami de la famille qui va apparemment être très important, qui va beaucoup participer aux recherches de Lucas, qui s'appelle Rachid, qui va voir en fin de journée, aux alentours de 18h30, apercevoir une silhouette qui pourrait correspondre à Lucas, mais encore une fois, c'est très compliqué parce que la silhouette, en fait, se trouve en haut d'une colline, sur le bord d'une falaise, un petit peu. Et en fait, il y a une photo qui a été prise. La photo, je ne vous la mets pas parce qu'elle sert à rien, pour la simple et bonne raison qu'on ne voit quasiment rien. On voit effectivement une silhouette. Mais encore une fois, est-ce que c'est bien Lucas? Est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre? Bon, il va prendre en photo. Ils vont appeler du coup les bénévoles et lui, Lucas. Ils vont essayer de le faire réagir. Et en fait, la silhouette va partir et disparaître en fait dans la nature. Et en fait, l'ami de la famille il va dire que c'est très bizarre parce qu'en fait, c'est un endroit à la base qui n'est pas accessible en fait. Qui n'est pas accessible. Aucun randonneur, par exemple, ne viendrait à cet endroit-là. Ça n'a ni queue ni tête. Mais que par contre, Lucas, lui, avait l'habitude d'y venir parce qu'il y venait avec les scouts. Donc il connaissait en fait cet endroit-là. Et il y passait régulièrement. Donc ça tiendrait la route que ce soit lui. Pour le coup, que ce soit un inconnu, un peu moins. Mais bon, encore une fois, sur la photo, pour l'avoir vu à plusieurs reprises, effectivement, on est incapable de reconnaître si c'est Lucas. C'est pris de très loin, le téléphone est visiblement pas de très bonne qualité. On voit pas très bien si c'est un blouson rouge. On voit vraiment juste une forme humaine, effectivement, mais c'est tout, quoi. Suite à ça, il va y avoir, du coup, vous savez, les chiens pisteurs qui vont renifler la trace de Lucas sur environ 1 kilomètre. Et alors ça, je ne le savais pas, mais il y a des chiens... Enfin, les chiens sont apparemment capables de détecter si la piste est fuyante ou pas. Ce que j'entends par fuyante, ça veut dire que la personne courait. Potentiellement fuyait quelque chose. Pour ça, piste fuyante. Et donc, visiblement, sur ces 1 kilomètre, Lucas courait. Pourquoi faire? Encore une fois, s'il est parti de son plein gré et qu'il sait où il va, il n'a aucune raison de courir. Donc, est-ce qu'il fuyait quelqu'un? Est-ce que quelqu'un le poursuivait? Est-ce qu'il fuyait quelque chose? On ne sait pas. Ensuite, le 23 mars, donc quelques jours après sa disparition, il y a une équipe de bénévoles qui va ensuite l'apercevoir sur les hauteurs de Saint-Gervais, donc c'est toujours la région par là-bas. Et en fait, ils vont dire qu'à ce moment-là, Lucas regardait un groupe de travailleurs qui s'affairait dans les vignes, en fait, qui les a regardés un moment. Puis ensuite, il a disparu dans les bois qui étaient à côté. Pareil, est-ce que c'est vraiment Lucas? Est-ce que c'était pas quelqu'un qui avait un petit peu son apparence? Est-ce que c'était pas quelqu'un qu'on a confondu? Mais encore une fois, ça suit le trajet, en fait. C'est encore une fois dans la même zone géographique des autres témoignages. Et c'est ça qui est très perturbant, finalement, dans cette histoire. Et ensuite, dans la journée du 23 mars, donc encore une fois, ce jour-là, il y a eu 2 personnes qui croient avoir reconnu Lucas. Et là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de doute. Il y a un motard qui va passer, du coup, en moto. CQFD. Et qui, lui, habite dans un village voisin. Et en fait, qui va témoigner avoir vu un garçon aux cheveux blonds avec un sac à dos et une doudoune rouge marcher le long du chemin. Donc vers les petites villes et petites communes qu'il y a aux alentours, en direction d'une colline. Et le problème, c'est que sur le moment, en fait, le motard, il va pas tiquer. Bon, bah, il y a un enfant qui marche au bord de la route, ok. Et en fait, c'est après, quand il s'est arrêté dans un bar pour boire un café, qu'il va voir l'affiche avec la disparition, parce que des affiches ont été placardées partout, par les parents, par la famille, par les amis, etc., qui va reconnaître Lucas, et pour le coup, il aura très peu de doutes, parce qu'il va vraiment avoir l'impression que c'est exactement la même personne qu'il a vue. Mais encore une fois, bah, à chaque fois qu'il y a eu des témoignages comme ça, même s'ils étaient dans la même zone géographique, ça va être vérifié par les enquêteurs. Ils vont essayer de trouver des traces de Lucas. Peut-être de l'ADN, des traces de pas, peut-être quelque chose qu'il aurait pu perdre de son sac à dos ou quoi que ce soit, du sang même, ne serait-ce, même si c'est pas positif. Mais rien n'est retrouvé, encore une fois, à chaque fois. Toutes ces indications, tous ces témoignages vont être vérifiés, mais ça ne donnera absolument rien. Donc Lucas va potentiellement être aperçu par plein de personnes, dans les environs de chez lui, parce qu'encore une fois, c'est toujours pas très loin de chez lui. Mais il disparaît comme par enchantement. C'est carrément troublant. Alors, il va y avoir une fouille qui va être effectuée au domicile de Lucas. Donc, il va y en avoir plusieurs.
Et en fait, à un moment donné, ils vont utiliser le luminol. Donc, vous savez, c'est le produit qui fait réagir le sang, qui aurait pu être nettoyé ou effacé, dans sa chambre notamment. Et ils vont retrouver des traces sur la moquette près de son lit, mais des traces qui veulent tout dire et rien dire pour la simple et bonne raison que c'est vraiment des toutes petites gouttes de sang qui pourraient laisser paraître à plutôt, vous savez, quand vous grattez un bouton, une croûte ou ce genre de choses. Vraiment, pas une flaque de sang. Ouais, vraiment quelque chose de la vie quotidienne que tout le monde peut potentiellement avoir chez lui. Donc pareil, ça mène à pas grand-chose. Ils vont rien trouver dans la maison, rien qui pourrait laisser paraître peut-être un drame familial, parce que ça va être évoqué aussi. Est-ce que peut-être que les parents, pour X ou Y raison, ne s'entendaient pas avec leur fils, il y a eu un accident, ça a dégénéré, ils se sont embrouillés, mais les parents n'étaient pas là au moment des faits. Il va y avoir le frère qui va être suspecté, Valentin, puisque c'est le dernier à l'avoir vu en vie, et qui était seul au domicile avec lui. Ou peut-être qu'il y a eu une dispute qui a éclaté, qu'il y a eu un accident et qu'il a été caché le corps et que bah, il veut rien dire parce qu'il culpabilise. Mais encore une fois, ça tiendrait pas trop la route parce que bah Valentin avait pas de raison. Et puis encore une fois, quand tu tues quelqu'un ou même un accident, il y a forcément du sang dans la maison, une flaque de sang ou quelque chose de cassé, un objet déplacé, enfin des signes de lutte ou des signes qu'il y a eu une agression ou quelque chose. Là, il y a rien. Encore une fois, bah le frère. Et puis, effectivement, on peut se poser la question puisque le frère c'est vraiment le seul à l'avoir vu, le dernier à l'avoir vu en vie. Et pour le coup, ils étaient que tous les deux à la maison, donc personne pour voir ce qui s'y passait. Maintenant, il avait aucune raison. Et visiblement, ils étaient assez proches. Donc, encore une fois, aucune raison d'en venir à un tel drame. Et là, rebondissement dans l'affaire, puisque du coup, depuis tout ce temps-là, bah, il se passe pas grand-chose. Donc, on est en octobre 2015, donc ça fait 7 mois que Lucas a disparu. Et là, les parents vont commencer à recevoir des lettres anonymes. Au total, jusqu'à l'été 2016, ils vont en recevoir 11. Ce qui est énorme. Des lettres, au départ, plutôt bienveillantes. Quelqu'un qui dit que Lucas est avec lui, qu'il est en bonne santé, qu'il va bien, qu'il faut pas s'inquiéter, qu'il risque rien. Donc les parents sont plutôt rassurés. Ils se disent qu'en vrai, même si leur fils est parti de leur plein gré et que peut-être il a fugué, même si ça tient pas la route, bah au moins il est vivant, il va bien, il est pas séquestré, il est pas enfermé quelque part. Donc ça les rassure un petit peu. Et je pense que c'est légitime, même si c'est d'être anonyme et qu'on peut se douter que c'est pas forcément vrai, qu'en tant que parents, ils ont envie de croire que leur fils va bien. Puisque jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas eu de preuve comme quoi il lui était arrivé quelque chose. Donc les lettres vont durer, et en fait, le problème, c'est que les lettres vont se dégrader. Elles vont se dégrader, c'est-à-dire qu'en fait, les lettres vont devenir de plus en plus moralisantes, un petit peu. Dans le sens où on va dire que peut-être que c'est des gens de la famille qui sont impliqués, que c'est peut-être quelqu'un de proche de Lucas qui lui a fait du mal, peut-être sa famille, peut-être que on va un peu blâmer les parents aussi, et donc du coup bah là ça devient un petit peu difficile pour les parents effectivement d'essayer de recevoir ce genre de lettres. Et donc bah là en fait les gendarmes vont commencer un petit peu à enquêter, et en fait grâce aux vidéos de surveillance qui se trouvent au centre de tri où les lettres étaient déposées, et ben ils vont découvrir qui est l'auteur de ces lettres, le fameux corbeau. Qui est-il? C'est un homme de 57 ans qui habite à Valence, dans la Drôme, et en fait c'est un homme qui est malade. Donc quand je dis malade, c'est qu'il est mythomane, donc c'est pas genre juste c'est un mytho, il a menti, il est mythomane. Et il va expliquer qu'en fait, il n'en sait absolument rien, il ne sait absolument pas où est Lucas, il en a aucune idée, et qu'il a fait simplement ça pour aider les parents et les aider un petit peu à garder espoir et à affronter un petit peu ce qui se passe. Alors, je suis pas sûre que ce soit vraiment quelque chose qui ait aidé les parents, puisque pour le coup, ils y croyaient au début que leur fils, du coup, grâce à ces lettres, était vivant. Et que là, encore une fois, c'est un faux espoir, puisque c'était un mensonge. Donc là, les parents, du coup, sont encore au fond du gouffre, hein, très clairement, puisque c'est encore une piste qui n'est pas bonne. Et ils vont forcément, ça me paraît logique, mais je vous le dis quand même, porter plainte contre ce mythomane, qui va du coup écoper de 1 an de prison ferme et de 1 an de prison avec sursis. Bon, en même temps, il n'a pas tué quelqu'un, mais ceci dit, il est quand même en train de jouer avec les sentiments de parents qui ont un enfant disparu. C'est quand même pas terrible. Et là, encore une fois, un nouveau rebondissement. Rebondissement pas directement lié à Lucas,
mais qui va quand même laisser le doute pendant quelques années. Un an après la disparition de Lucas, donc le 1er mars 2016, à Clarensac, donc c'est une commune qui est également située dans le Gard comme la commune de Lucas, et c'est à 62 km de la ville où il réside, Antoine Zoya, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est un adolescent âgé de 16 ans, donc kiff de l'âge à Lucas, qui est scolarisé en classe de première scientifique dans un lycée à Nîmes, et qui a une personnalité qui est similaire à Lucas, donc un adolescent sans problème, qui a des amis, qui a une famille, qui est bien entourée, qui a plein de passions, etc. Vraiment un adolescent, encore une fois, sans problème, va lui aussi disparaître mystérieusement après être sorti de chez lui vers 13h30 en laissant un mot chez lui avec marqué « Je reviens ». Il va être aperçu, lui, pour le coup, une dernière fois dans un bureau de tabac où il achetait un briquet. Et il s'est volatilisé. Plus personne ne l'a vu. Alors, il y a une enquête qui va être menée pour voir si, du coup, potentiellement, ce serait peut-être pas quelqu'un qui aurait enlevé à un an d'intervalle ces deux garçons. Ou est-ce qu'ils se connaissaient, peut-être? Et le problème, c'est qu'il n'y a rien, concrètement, qui a pu lier ces deux disparitions, même si elles sont similaires, proches géographiquement, et que les victimes ont beaucoup de similitudes. Il n'y a rien qui peut relier les deux affaires, donc malheureusement, elles ne sont pas reliées. Enfin, malheureusement, et peut-être heureusement, en tout cas, elles n'auraient pas de lien. En décembre 2016, ils vont réaliser un portrait robot parce que, en fait, une voisine va déclarer avoir vu passer quelqu'un devant la maison de Lucas le jour de sa disparition, et ça l'a un peu marqué parce que pour elle, c'était pas quelqu'un de la région, elle ne l'avait jamais vu. Et donc, elle s'est dit que peut-être cette personne soit pouvait avoir croisé Lucas et savoir où il est, ou potentiellement peut-être impliqué dans sa disparition. Le portrait robot va être réalisé et le témoin, enfin la personne recherchée de ce portrait robot, va être retrouvée que 2 ans après. Donc encore une fois, là, les parents avaient espoir. Ils se sont dit, même si c'est pas forcément lui qui est responsable de la disparition de notre fils, peut-être qu'il a vu quelque chose puisqu'il est passé devant la maison. Et donc peut-être qu'il a vu quelqu'un, ou vu Lucas, ou vu un événement spécial. Et encore une fois, descente aux enfers pour la simple et bonne raison que cet homme-là habite à Bagnols-sur-Cèze. C'est un habitant de la ville. Et comme en fait, ce jour-là, juste, il passait devant, mais concrètement, non, il a rien vu. Et juste, il se promenait, quoi. Enfin, voilà, il a rien vu, le pauvre. Finalement, pendant 2 ans, il a été recherché, alors que... Et en plus, il était dans la ville. Donc, j'ai pas trop bien compris pourquoi ils ont mis tant de temps à le retrouver. Est-ce que le portrait robot était pas très précis et donc c'était un petit peu aléatoire? Je sais pas trop, parce que bon, il habite quand même dans la même ville que le disparu. Mais 2 ans à trouver un mec qui est à quelques mètres de la personne qu'on recherche, c'est quand même pas dingue. Bref, du coup, encore une fois, c'est une piste qui tombe à l'eau. Ensuite, à partir du 11 janvier 2018, donc 3 ans après la disparition de Lucas, où il y a rien, hein, pas de nouvelles de Lucas, l'enquête va mettre en relation peut-être le fait que l'affaire de Lucas peut être liée à l'affaire de Nordal Lelandais. Je pense que lui, vous le connaissez, pas pour les bonnes raisons, mais tout le monde le connaît, celui qui avait enlevé, abusé et tué Maïlis, et un militaire d'ailleurs, parce qu'on l'oublie souvent, le pauvre. J'y ai pensé tout à l'heure, où je me dis, Nordal Lelandais, on réfère Maïlis, parce que c'est une affaire qui a beaucoup fait parler, qui a été beaucoup médiatisée, mais ceci dit, il n'a pas tué que Maïlis. Et je pense que c'est important pour l'autre famille aussi de rappeler qu'il a tué aussi un autre homme. Et donc, ils vont suspecter peut-être Nordal d'avoir aussi joué dans la disparition de Lucas, parce qu'en fait, au moment de la disparition de Lucas, Nordal se serait rendu plusieurs fois dans le Gard, et il aurait eu de la famille, enfin il avait de la famille apparemment qui habitait proche de Bagnols-sur-Cèze. Et donc, pour Antoine Zoya, l'autre adolescent qui a disparu, on se dit peut-être la même chose, peut-être que Nordal a aussi peut-être enlevé Antoine. Mais
pour le coup, ça va rien donner. Il n'y a rien qui peut prouver que Nordal a été impliqué dans ces 2 disparitions. Ils vont pas trouver de lien, ils vont rien trouver qui pourrait attester de ça. Donc cette piste-là tombe encore une fois à l'eau. Après, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas plus mal parce que vu ce qu'il a fait à Malice et à l'autre homme, je pense que ça veut dire que les 2 enfants actuellement auraient vécu l'enfer. Donc c'est peut-être pas plus mal, clairement. Et là, en fait, le 29 septembre 2018, 2 ans et demi après la disparition d'Antoine Zoya, on va découvrir un corps, enfin des chasseurs vont découvrir un corps pendu à un arbre dans un massif forestier en fait, qui est très difficile d'accès, avec des vêtements et des effets personnels appartenant à Antoine. Alors, pour les détails un petit peu gore, même si je pense qu'on pourrait s'en passer, le problème c'est que le corps, ça fait 2 ans qu'il est en pleine nature, visiblement, en tout cas, aux premières constatations. Ce qui fait que ce qui reste au niveau de la corde, c'est le tronc, la tête et les bras, dans un état clairement de décomposition avancée, si bien qu'il reste quasiment que le squelette. Et le bas de son corps est retrouvé un peu plus loin, puisque bah, forcément, vous savez bien, dans la nature, entre les intempéries, les animaux, tout ça fait que le corps se dégrade extrêmement vite. Donc ils vont quand même faire une analyse ADN pour être sûr que c'est Antoine, même si les affaires sont là. Et effectivement, ils vont découvrir que c'est bien Antoine. Alors même si c'est pas notre affaire de base, j'ai quand même fait une petite recherche sur Antoine Zoya pour voir qu'est-ce qui a été déterminé pour lui. Parce que le problème, c'est que, bah oui, il était pendu à un arbre, mais on peut très bien se faire pendre par quelqu'un, je pense que vous le savez. Alors, vis-à-vis de son corps, ils ont réussi à faire une autopsie pour le peu qu'il en restait. Et visiblement, il n'avait pas de traces d'agression. Donc, il n'aurait pas été frappé, ni tiré dessus, ni la gorge tranchée. Ou bref, en tout cas, il n'a pas subi de dommages corporels. Maintenant, bah, l'affaire, finalement, elle n'a pas d'issue. Puisqu'en fait, bah, il n'y a pas de meurtrier. Mais en même temps, cet enfant-là n'avait pas non plus de motif ni de raison de mettre fin à ses jours. Donc, bah, on pense au sandwich, évidemment. Mais les enquêteurs disent que ça peut aussi être quelqu'un qui veut faire penser à un sandwich, mais ce n'était pas le cas au départ. J'ai vu que ces informations-là. J'ai pas vu d'autres infos passer sur si une autre cause a été déterminée. Est-ce que potentiellement il a peut-être été étranglé, noyé, ou j'en sais rien. Il peut y avoir plein de dommages intérieurs au corps qui peuvent être réalisés et qui ne se voient pas au premier abord, mais j'ai rien trouvé. Donc, en tout cas, Antoine a été retrouvé malheureusement décédé. Et bah, ce qui ressort au premier lieu, ce serait un sandwich, même si ça paraît très peu plausible. Le 14 mars 2019, donc 4 jours avant le 4e anniversaire de la disparition de Lucas, il y a une reconstitution qui va être faite de la disparition de Lucas par une nouvelle juge d'instruction qui a repris le dossier pour essayer de relancer des fouilles, etc. Et donc 2 semaines plus tard, il y a des fouilles qui vont être lancées, donc le 26 avril 2019, autour de la maison. Mais encore une fois, ça ne donnera rien. Donc vous voyez, les alentours ont été fouillés autour de la maison. La maison, concrètement, tout ce qui pouvait être fouillé a été fouillé. On peut pas dire le contraire, les moyens ont été mis en place. Il y a eu des hélicoptères qui ont été mis en place, des chiens renifleurs qui ont été mis en place, des battues avec des bénévoles à multiples reprises. Je les ai pas notés parce qu'il y en a eu beaucoup trop. Donc vraiment, les moyens ont été mis en place pour essayer de retrouver Lucas le plus vite possible et en vie en tout cas. Nous sommes le 24 juin 2021, soit plus de 6 ans après la disparition de Lucas. Et des ossements vont être retrouvés par des pompiers, en fait, qui s'étaient affairés à un peu faire une descente, en rappel, le long d'une espèce d'un escarpement rocheux qui n'était pas accessible à pied, en fait. Et ils vont trouver des ossements et visiblement des affaires qui correspondraient notamment le sac qui correspondrait au sac de Lucas. Évidemment, avant d'affirmer quoi que ce soit, les analyses vont être faites parce que, bah, évidemment,
ossements, ça veut dire que le corps, ça fait un moment qu'il est là, ça fait 6 ans qu'il a disparu. Accessoirement, il n'y a pas grand-chose pour le reconnaître, donc des analyses ADN vont être faites, et il s'agit bien de Lucas. Donc Lucas va être retrouvé plus de 6 ans après. Son corps totalement a disparu, il reste uniquement ses ossements et ses effets personnels. Et vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que il a été retrouvé à 800 mètres de chez lui. Alors, là, moi, ce qui me chagrine dans cette histoire, c'est que je veux bien que c'était un endroit pas accessible, que c'était un endroit qui pouvait uniquement se faire, comme les pompiers ont fait avec du matériel adéquat. Je l'entends, ça, y a pas de problème. Maintenant, je reste persuadée quand même qu'un corps, même d'un endroit pas accessible, ça se voit. Surtout que je rappelle que dans une forêt, Lucas serait parti avec une veste noire ou une veste verte, quelque chose qui se fond un peu d'amage, je vous aurais dit ok, ça se voit pas trop. Il est quand même parti avec une veste rouge. Alors je vous en veux pas, mais une veste rouge dans la nature, c'est quand même voyant. Donc là, ça veut dire que le corps était là depuis, si on suit la logique, serait là depuis 6 ans. Et que personne ne l'aurait aperçu, ne serait-ce que d'un peu plus loin, puisque je le rappelle qu'en plus, enfin je rappelle, je vous le dis parce que moi je l'ai su, là où ils ont retrouvé les ossements de Lucas, la maison de celui-ci, de la famille, donne sur cette espèce de falaise. Personne n'a rien vu. Il y a eu je ne sais pas combien de fouilles, que ce soit hélicoptère, police, chien, bénévoles, famille, et personne n'a aperçu cette veste rouge. Pendant 6 ans. Parce que je le rappelle, à un moment donné, effectivement, l'enquête piétine, les flics ne font plus grand-chose, parce qu'il n'y a plus grand-chose à faire, et que, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de suspect, qu'est-ce que vous voulez faire? On peut pas leur en vouloir. Maintenant, la famille, elle a continué. Les bénévoles ont continué, il y a eu une association qui s'est mise en place pour retrouver Lucas, retrouvons Lucas. Donc il y a des bénévoles qui ont fait régulièrement des battues, tout aux alentours de la maison. Des chiens, qui ont un odorat quand même. Et vous allez me dire que le cadavre était là depuis 6 ans, et que absolument personne ne l'a vu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Ça ferait quelques mois, je vous aurais dit ok, peut-être que les fouilles n'ont pas été bien réalisées, peut-être que cet endroit avait été un peu passé à la trappe et qu'on avait oublié d'aller voir cet endroit-là. Là, pendant 6 ans que cet endroit, il y a eu un cadavre et que personne ne l'ait vu, je n'y crois pas une seconde. Ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas pour moi, de ma vue externe, ce n'est pas possible. Donc ils vont retrouver un bout de son blouson, des lambeaux de son blouson. Ils vont retrouver son téléphone et des fragments d'une montre. Alors je sais pas si c'était la sienne ou pas. Et en fait, donc là, il va être expliqué que visiblement, il y aurait eu des fouilles effectuées autour de cet endroit. Mais pour vous expliquer simplement, c'est une falaise, ok? Donc il y a le haut de la falaise, enfin c'est une petite falaise, calmons-nous, c'est pas les chutes du Niagara. Donc il y a le haut de la falaise, il y a le bas de la falaise. L'endroit pas accessible. Bah concrètement, les fouilles ont été faites là, mais personne n'a regardé là. En même temps, personne ne se dirait que potentiellement le corps pourrait être là, mais encore une fois, j'ai envie de dire, ça reste une falaise, il n'est pas tombé dans une cuve, il n'est pas tombé dans un puits. Donc même ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, vous trouvez pas ça bizarre que vous passez sur une falaise, enfin je pense que vous savez, c'est un peu les forêts, vous savez, en descente. Je pense que c'est un peu ça, avec des espèces de murs rocailleux, et un petit peu d'herbe certainement, et des arbres. Vous allez me dire que personne, en passant au-dessus et en dessous, ait vu un adolescent, parce qu'encore une fois, c'est pas un bébé aussi, j'ai envie de dire, il faisait 1m70, c'est pas non plus 1m80, mais c'est quand même une masse dans la nature qui se reconnaît, qui se voit, avec un blouson rouge. Encore une fois, je le rappelle, un blouson rouge, on serait sur du noir, sur du vert, sur du gris. Je vous dirais, bon, bah effectivement, dans la nature, ça peut passer à la trappe. Là, on est sur du rouge. J'ai quand même beaucoup de mal à croire que tout le monde est passé autour, comme ça, et que personne n'a rien vu. Donc, bah évidemment, qu'est-ce que conclut l'enquête, les amis? Bah, il n'y a pas 50 solutions. Chute accidentelle. Lucas, qui connaît la nature par cœur, qui est scout. Encore une fois, parce que j'ai envie de dire, moi, encore la nature, j'y connais que dalle. Je veux dire, je vais dans la nature, je suis capable de me manger le premier trou venu, de me péter la cheville, il n'y a pas de problème. Là, on est sur Lucas, un garçon qui passe son temps dans la nature, qui est scout,
donc qui est quand même amené à fréquenter la forêt régulièrement, et notamment les environs de sa maison, puisqu'encore une fois, il a été retrouvé à 800 mètres de chez lui. Donc Lucas, qui est expérimenté, il a 16 ans, enfin bientôt 16 ans, donc c'est pas un enfant, c'est un adolescent, il a conscience des dangers, aurait été au bord d'une falaise sans raison, glisser et mourir. Et pendant 6 ans, on ne le voit pas. Parce que c'est pareil, un enfant qui glisse, ou un adulte, peu importe, qui glisse sur le bord d'une falaise. Je vous en veux pas, mais quand vous glissez, vous faites pas attention de bien garder vos affaires sur vous. Donc vous pouvez perdre votre... Je sais pas s'il avait son téléphone dans la main, ou peut-être qu'il avait son sac à dos et tout. Pour moi, il y aurait eu des traces, ne serait-ce même que de glissade, au bord de cette falaise. Et là, il y avait rien. Il y avait rien du tout. Donc l'enquête, comment elle s'est conclue, les gars? Eh bah, c'est tout simple. Il y a eu une cérémonie d'adieu qui a été faite le 14 mai 2022, parce que du coup, comme je vous le rappelle, il a été retrouvé en 2021. Donc la cérémonie a été faite en intimité avec les proches et la famille et les amis de Lucas, évidemment. Donc les parents ont effectivement remercié tous les bénévoles, les policiers, enfin tout le travail qui a été accompli. Et ça, j'avoue qu'on peut pas trop le reprocher, parce que contrairement à d'autres histoires où on a pu entendre que clairement le taf qui avait été fait par la police laissait largement à désirer, au niveau de ce qu'ils ont mis comme moyen en place pour le retrouver, on ne peut rien dire. Maintenant, au niveau de la conclusion de l'enquête, le problème c'est qu'on pourrait se dire, ok, ils se sont pas foulés, mais en même temps, ils ont rien d'autre à proposer. Hormis le sandwich, qui encore une fois ne tient pas la route, puisque ce n'est pas du tout un enfant qui est dans cette mentalité-là et qui n'avait visiblement aucune raison d'en arriver là. Voilà comment se termine l'histoire de Lucas.